Voilà, bon après-midi, je vous retrouve ce soir à 20h. Quant à nous, nous allons continuer à retrouver donc Jean-Claude Mangeot et ses invités pour nous parler du Festival de Cannes. Sous le soleil en effet, mais vous pouvez peut-être le constater avec un peu de vent. Il ne fait pas très chaud à Cannes, mais enfin le soleil est arrivé depuis 2 jours et je crois que tout le monde ici en est très satisfait car elle fait aussi partie traditionnellement de la fête de Cannes. Alors cette fête de Cannes sur le plan cinéma, j'entends maintenant, on va en parler. Vous avez déjà vu des extraits de films avec nos équipes qui sont ici depuis mardi, notamment avec France Roche, avec Daniel Bilalian, avec Martine Laroche-Joubert et puis donc Georges Bégout qui a vu, je crois, pratiquement tous les films qu'on a projetés maintenant depuis mardi. Depuis mardi 16, oui, j'ai vu évidemment l'ensemble de la sélection officielle, plus quelques autres, bien sûr. C'est-à-dire des festivals parallèles. Voilà, on peut faire 4 remarques essentielles à propos de l'ensemble de la sélection officielle. Premièrement, c'est que la qualité générale est très bonne. Ensuite, on peut dire que la longueur de pellicule employée est au-dessus de la moyenne parce qu'on trouve très peu de films en dessous de 2 heures. Presque tous les films font 2h05, 2h10 et même il y en a qui vont jusqu'à 4h30. Ensuite, il y a une référence au passé dans beaucoup de films. Une référence au passé, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'à travers le passé, beaucoup de jeunes metteurs en scène essayent de faire passer des idées contemporaines. Et en tout cas, on utilise beaucoup le début du siècle. Et ensuite, un peu rétro. Pas rétro, mais enfin dans l'esprit de ceux qui tournent les films. Et ensuite, le rôle important des femmes dans tous les films qui nous sont présentés. Dans l'émission aujourd'hui. Voilà, et ça, ce sont les 4 remarques générales. Alors, si vous voulez, on va faire une analyse rapide des 7 films qui ont été projetés au Grand Palais. Il y a tout d'abord eu l'ouverture avec un accident de chasse de l'Otianou, le soviétique. Alors, c'est une très belle histoire que nous devons à Tchekhov, une belle histoire bien racontée, avec une excellente actrice qui s'appelle Galina Balaïeva. Vous voyez, j'ai appris le russe. Et je pense qu'on a fait des réserves sur la façon dont c'était tourné. On a dit que c'était un peu académique. Je crois que c'est vrai, c'est un peu académique. Mais quand on a une belle histoire bien tournée, c'est quand même bien agréable de se laisser embarquer. Bon, je crois qu'on ne va pas revoir quand même tous les films parce que on va faire très vite. On va parler de Midnight Express quand même, qui est un bon film, un peu dur, qui nous amène dans l'univers carcéral de la Turquie. On peut là discuter le fond, le côté un peu manichéiste de la pensée de l'auteur. Hein. Mais on sort de la prison, on va voir les Hongrois, ça c'était le mercredi, on a vu le film hongrois de Caroline Marc, qui était Une nuit très morale. Alors ça c'est un jeune étudiant qui est adopté par les pensionnaires d'un lupanar à l'époque 1900, voyez-vous, et il y a un grand moment de cinéma, au moment où la maman vient chercher son fils d'étudiant dans ce lupanar. Bon, je vais passer sur l'Empire de la Passion, dans lequel je ne me suis pas abîmé. La suite de l'Empire des Sens. Voilà. La femme gauchère, nous en parlerons tout à l'heure avec Peter Hanke, mais j'ai gardé pour la fin un film qui m'a personnellement beaucoup impressionné, et je crois que nous sommes nombreux sur la croisette. Il s'agit de L'Arbre au sabot. L'Arbre au sabot, c'est le film d'Ermanno Olmi. C'est un film qui sort tout à fait de l'ordinaire, qui n'est pas fait du tout comme tous les autres films. C'est la chronique de la vie d'une ferme pendant 4 saisons, pendant 1 an. Et cela se passe dans la province de Bergame. Et à la fin du siècle dernier. C'est ça, à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. Et moi, j'ai trouvé ce film plein de poésie, une richesse d'images assez extraordinaire, bouleversant parce que les acteurs sont de véritables paysans et qu'il a tourné pendant 1 an avec eux. Alors si vous voulez, on va en voir peut-être tout de suite un extrait. C'est d'ailleurs un peu le paradoxe qu'il faut souligner, c'est que c'est un réalisateur qui se recommande toujours d'Hollywood. Il a été frappé par Hollywood et finalement il fait un film sans grands acteurs. Madonna Teresina, aspetta che mi salti su. Però non fa un po' per un po' tempo me. Comincia a contare. No, ça change tout ça. Alors ça, c'était donc un extrait du film d'Olmi. Nous retrouvons maintenant tout de suite l'un des premiers films de la sélection française, celui que l'on attendait beaucoup, car Chabrol à Cannes, on l'attendait aussi depuis longtemps. Ben oui, j'étais jamais venu. Alors donc avec Violette Nozière.
Violette Nozière, il faut peut-être rappeler un peu le thème donc, Oui, de cette jeune fille qui, dans les une années 33... jeune parricide Oui. qui, en 1933, a zigouillé son père en l'empoisonnant. Et elle a empoisonné un peu sa mère aussi, mais uniquement pour l'endormir. Alors, à la manière un peu crue dont vous le dites, on peut s'étonner que vous ayez, vous, été intéressé par ce sujet. Vous avez dit que vous avez été amoureux avec d'autres, avec Brasseur et d'autres, du personnage. Oui, j'aime beaucoup Violette. C'est un être que je trouve très, très complexe, très contradictoire, très fort et très faible à la fois. Enfin, c'est un personnage qui, plus on le regarde, plus on essaie de le comprendre. D'abord, plus il vous échappe, ce qui est merveilleux, et puis plus il vous fascine, en fait. Bien, alors, si vous voulez, on va regarder un peu un extrait de ce film, donc, qui présente le personnage de Violette Nozière, et en même temps l'homme qui fait que, en partie, elle va tuer ses parents, puisque c'est pour lui qu'elle a besoin de trouver de l'argent. Je pense que tout le monde connaît à peu près cette chronique judiciaire qui a défrayé l'actualité dans les années 35. Voici mon ami Jean Dabin. Pas Gabin, Dabin. Avec un D, comme Dagobert. Ça, c'est ma petite amie, Maddy. Et ça, c'est sa copine Violette. Alors, vous voulez devenir avocat? Avocat ou autre chose. Comme on dit, le droit mène à tout. Oui, bien sûr. Et vous? Moi, je présente des modèles chez Paquin. C'est bien. La haute couture. Ça doit être passionnant, non? Oui. Vous m'intimidez. Moi? Alors, Claude Chabrol, à votre avis, Violette Nozière, de nos jours, est-ce qu'elle aurait été seulement condamnée? Oh, oui, parce que, oui, elle a tué son père, oui, elle aurait été condamnée. Elle n'a sans doute pas été condamnée à mort, mais encore, c'est même pas sûr, moi. Pour peu qu'un ministre de la Justice demande sa condamnation à sa tête, il est possible qu'elle aurait été condamnée à mort. Parce qu'il y a des exemples, il y a un exemple d'ailleurs assez récent, ça s'est passé un peu différemment, mais je veux dire que ça fait un peu plus partie de l'actualité. Est-ce qu'à votre avis, l'époque a fait que l'affaire a pris une dimension spéciale? C'était l'époque aussi de l'affaire Stavisky. Oui, c'est-à-dire que il n'y a pas eu je ne crois pas que le contexte politique ait beaucoup joué dans le cas de Violette Nozière, parce que le gouvernement n'avait aucune raison de pousser la chose. Je crois qu'au contraire, ça a été vraiment l'intérêt du public pour ce cas de fille très étrange. Le public a senti que c'était une fille très intéressante et très étrange. Et je crois que c'est pour ça que ça a eu un tel retentissement à l'époque. Et à un moment où on commençait à remettre en cause certaines valeurs, alors là, la famille, puisque la famille qui est présentée pour la mère par Stéphane Audran est une famille très rigide. Non, elle n'est pas rigide. C'est une famille... Dans ses mœurs, disons. Comment? Elle accepterait mal de savoir ce qu'est réellement leur fille. Bah, vous savez, sans être rigide, c'est enfin un peu dur de penser que sa fille fait le tapin. On accepte ça très difficilement, encore à l'heure actuelle. Hein? Parce que vous pensez que la justification, qui consiste un peu à dire dans le film, finalement, si elle est comme ça, c'est la faute des parents, c'est crédible, ça, auprès du grand public? Là, c'est-à-dire là, enfin... Mais je ne sais pas, je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui est montré dans le film. C'est la réalité des choses qui est montrée dans le film uniquement. Alors... Évidemment, moi, à mon avis, les parents sont un peu responsables de sa conduite. Moi, je trouve que sa mère est partiellement responsable de sa conduite. Mais si ça avait été une autre petite fille, la petite fille l'aurait absorbée différemment. Vous comprenez? C'est une bonne expérience pour vous? Oh oui, oui, parce que c'était quand même nouveau. Alors, tout ce qui est nouveau est bon. Alors, je voudrais que vous me parliez un peu d'Isabelle Huppert. Je le dis, on ne l'a pas invitée, je le dis carrément, parce qu'on a fait un grand reportage hier soir sur elle, à Antenne 2. On avait dit l'année dernière, Isabelle Huppert, après tout, elle pourrait avoir le prix d'interprétation féminine. Est-ce que vous pensez que dans ce film, c'est un jugement de femme que je demande? Écoutez, moi, je la trouve admirable. Je la trouve admirable. Et en plus comme actrice, en plus comme personne. Alors,
Maintenant, il ne faut pas parler de ça parce que ça porte malheur. Mais enfin, moi, dans ce film, je la trouve vraiment, elle m'a soufflé en tournant avec. C'est pas français, ça, enfin. Et je la trouve admirable. Vraiment rare de rencontrer quelqu'un de si jeune, de si doué, de si fait pour ce métier. Moi, j'admire beaucoup. Alors donc, le film de Claude Chabrol, Violette Nozière, que l'on commence à voir, qu'on en a vu ce matin très tôt, je pense qu'on va voir ces jours-ci à Cannes et qui doit sortir dans quelques temps sur les... Sur mercredi prochain à Paris. Bien, ceci donc pour la sélection française. Alors on va passer maintenant à un film qui est présenté, qui est réalisé aussi par un Français, Louis Malle, mais dans une sélection américaine. Il va nous dire pourquoi. Si vous voulez, on va voir tout de suite un extrait. C'est Pretty Baby. C'est encore d'ailleurs, et nous le verrons à travers cette émission, un rôle féminin qui a la vedette. Et là, une jeune fille, presque une enfant d'ailleurs. On va voir tout de suite l'extrait de Pretty Baby avec Brooke Shields, qui est cette petite fille de 13 ans, qui a elle aussi une vie un peu particulière. No, I'm liking you just as you are. You want me like this? I'm combed, I'm not even washed. I don't like that face. It ain't a pleasant face. Now this is a pleasant face. Quiet! We must have quiet now. Go away, Violet. No, it's only she mustn't talk to you. She's very beautiful. She looks very like you. Guess everybody notices it. She's my sister. Oh, thanks. My face is very like my mother, but I got a fat stomach just like all my father. Moi, je reprends en anglais et Louis peut translate. Alors Pretty Baby, la petite en français, le film de Louis Malle dans la sélection américaine. Il nous dira peut-être d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, un film 100% dans la sélection américaine. On va dire, Louis Malle, encore le scandale au Festival de Cannes, un sujet un peu bizarre, un peu osé. Ouais, d'abord, sur l'histoire du film américain, je veux dire, c'est un film que j'ai tourné en Amérique, dont le sujet est américain, donc c'est un film américain qui est techniquement américain, donc c'est normal qu'il représente l'Amérique. Vous savez, Joe Losey vient de faire un film en France qui s'appelle Les Routes du Sud. Il aurait pu être sélectionné, il aurait été représenter la France, c'est un film français. Non, mais on ne peut pas vous soupçonner, par exemple, d'avoir préféré aller faire votre film aux États-Unis pour être plus sûr d'être dans la sélection. Non, je crois pas, non. Non, bon. Je crois pas. J'ai pas pensé. Quand j'ai fait le film, j'ai pas pensé au Festival de Cannes. Alors, on parle du film. Alors, la petite fille. Alors, ça s'appelle La Petite en français et c'est tiré d'un récit authentique. Ça se passe à Storyville, le quartier réservé, le quartier qui était absolument légal jusqu'en 1917 de la prostitution à la Nouvelle-Orléans, qui est un quartier très fameux parce que, comme vous savez, c'est là où est né le jazz. L'action est centrée sur 3 personnages qui sont joués par Brooke Shields, qui joue une jeune fille qui est née et élevée dans une maison close. Sa mère, qui s'appelle Hattie, qui est jouée par Susan Sarandon, qui est une prostituée de la maison, et un photographe, qui est un personnage réel aussi, qui a existé, qui s'appelait Belloc, et que joue dans le film Keith Carradine. Et c'est une histoire, c'est aussi l'évocation d'une atmosphère, c'est la fin d'une époque. Il y a beaucoup d'autres choses en dehors. Si on résume le film en 2 lignes en disant que c'est l'histoire d'une prostituée de 12 ans, je crois que c'est un peu injuste et un peu facile. C'est effectivement le personnage principal qui est interprété par Brooke, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le film. Et de toute façon, je vois rien de scandaleux à évoquer ce sujet dans la mesure où la prostitution enfantine existe, a toujours existé, existe encore aujourd'hui. Et donc, il y a des articles dans les journaux sur ce problème. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas un film là-dessus. Oui, on peut se souvenir des balais roses, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Je veux dire, ça, depuis la Grèce antique, la prostitution enfantine a toujours existé dans toutes les civilisations. Et moi, je fais référence à une époque de la prostitution aux États-Unis où c'était aussi une chose
je veux dire, à Storyville, c'était très important. Et en plus, toute l'histoire du film est vraie. Je veux dire, il y a aucun détail. C'est la peinture en même temps d'une société, une peinture de société qui vous a intéressé, mœurs, non? c'est aussi, aussi un film sur l'hypocrisie, un film sur la corruption. Au fond, il s'agit d'une enfant qui est 2 fois exploitée. Elle est exploitée comme prostituée, comme femme, et elle est aussi exploitée comme enfant. Alors évidemment, c'est un peu facile de me dire qu'un film sur l'exploitation est un film exploitation, c'est pas vrai. C'est du reste un film qui est très austère et très chaste. Alors c'est simplement une réflexion que les gens n'ont pas nécessairement envie de faire, mais parce qu'ils ont peut-être pas envie qu'on leur parle d'une chose aussi dérangeante sociologiquement, mais malheureusement ça existe. Alors on pourrait demander d'ailleurs à Brooke Shields, quand vous l'avez contactée pour faire ce film, si elle n'a pas été choquée. Elle parle un peu français, je crois, oui? French a little? No? Well, he wants to know when I first met with you and you read the script, how you felt about the part. Classical question. Yeah. Well, you can tell him that I liked it because I thought it was going to be a beautiful experience, you know, because it was going to be shot in New Orleans and it had all the beautiful costumes and the story, I think, was very lovely. Elle dit qu'elle était très intéressée de tourner ce film parce qu'elle aimait beaucoup le sujet, parce qu'en plus ça c'est, je sais pas, et puis faisait confiance, enfin qu'elle pensait que de toute façon ce serait un film qui serait bon et qui serait de bon goût, et donc elle n'a pas eu de crainte de s'engager. Confiance finalement. Bah, il faut faire confiance, oui, parce qu'effectivement je peux vous dire qu'avec ce sujet-là on aurait pu faire un film complètement pornographique. Malheureusement c'est pas le cas, je suis obligé de le dire. Pour les gens qui s'attendent à voir un film porno, ils vont être très déçus. Alors on va remarquer une chose, et on va le voir d'ailleurs à travers d'autres films dont nous allons parler. Cette année, il semble qu'il y ait au festival beaucoup de films dont le féminisme, la femme est un peu le centre d'intérêt. Bah, c'est-à-dire, je trouve que c'est un peu temps, parce que pendant des années, on faisait des films uniquement sur des hommes, des amitiés d'hommes, des films virils. Moi, ça m'a jamais beaucoup passionné. Et je dois dire, une des choses qui m'a intéressé de faire La Petite, c'est que ça m'a donné l'occasion de faire un film où finalement, qui est un film sur un univers féminin, entièrement féminin. Ça se passe dans une maison close pendant les 3/4 du temps, et c'est l'histoire d'une dizaine de femmes, plus les hommes étant des objets. Pour une fois, c'est toujours les femmes qui sont des objets dans les films. Alors pour une fois, dans ce film, les hommes sont des objets. Ils sont en général inexistants, à l'exception du personnage de Belloc et du personnage du pianiste, qui est joué par Antonio Fargas, qui est aussi un personnage très important. Le pianiste qui joue du très bon jazz, parce qu'il y a du très bon jazz dans le film, parce qu'on a eu la chance de pouvoir utiliser de reconstituer la musique authentique de la Nouvelle-Orléans de l'époque, des enregistrements de Jelly Roll Morton en particulier. Et donc en fait, c'est un film sur un univers féminin. Du reste, j'ai travaillé avec une scénariste qui était une femme. J'ai beaucoup voulu travailler avec une femme parce que je pensais que c'était indispensable. C'est très curieux parce que finalement le couple Brooke Shields et Keith Carradine, on pourrait faire un peu le parallèle avec le film dont on vient de parler en ce moment, Violette Nozière. C'est un peu la même chose. Et dans des situations qui sont un peu abracadabrantes et peut-être qu'on a par une certaine morale, quand même une certaine pureté dans le sentiment. C'est-à-dire, oui, moi je crois j'ai pas encore vu le film de Claude et j'ai très envie de le voir parce qu'on me dit que c'est très bon. Je sais que j'ai toujours été très intéressé par l'histoire de Violette Nozière et le personnage, effectivement, il me semble qu'il y a un renouveau dans le cinéma, ce que je trouve vraiment bien, des films qui sont au fond, dont les personnages clés sont des personnages de femmes, et des personnages de femmes qui ont une certaine réalité, qui ne sont pas simplement des objets sexuels ou des personnages manipulés, mais qui sont des personnages qui ont leur propre vie et leur propre complexité. Et ça, c'est bien, et ça devait arriver, parce que ça fait trop longtemps qu'on nous embête avec des histoires d'hommes. Bien, ben merci à tous. Je pense que Petit Baby, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Il va sortir également dans quelques jours, on pense. C'est en mercredi à Paris. Bon, mercredi très bien. 24, ouais. Alors maintenant, on va retrouver, et toujours pour parler d'ailleurs d'un film de femme, on va retrouver à côté de Georges Bégou, Mélina Mercouri et Jules Dassin, le titre de ce film en français, Cris de femme. Georges Bégou. Oui, vous venez d'annoncer Mélina Mercouri et malheureusement elle est empêchée. Jules Dassin, j'espère que... Oui, regarde, je vous explique. Désolé. Alors, vous avez fait un film qui s'appelle Cris de femme en français et dont le titre est Dream of Passion en anglais. Alors pourquoi cette traduction
qui ne me semble pas tout à fait littérale. Non, A Dream of Passion, c'est une citation d'Hamlet qui a affaire des acteurs, etc. Mais ça se traduit mal en français. Et des amis, des distributeurs m'ont prié d'utiliser le titre Cri de femme. Comme vous le savez, on change les titres dans tous les pays en tout cas. Bon, alors il s'agit de l'histoire d'une comédienne interprétée par Melina Mercouri qui joue le rôle de Médée. Alors Médée, c'est un peu le contraire du film de Claude Chabrol, de Violette Nozière, c'est-à-dire qu'elle a tué ses enfants pour priver de descendance un mari, Jason, qui l'abandonnait. Est-ce que c'est un thème un peu simple, et il se trouve qu'elle voit dans l'actualité un cas semblable, un fait divers d'une femme qui a tué ses enfants. Voilà le point de départ du film, n'est-ce pas, Julie? C'est vrai, mais je ne crois pas que Médée tue seulement pour cette raison. Médée tue par le sens de justice. Médée tue pour que ses enfants ne restent pas esclaves. C'est une autre dimension. Et au-delà de cela, il y a cette comédienne qui, un jour, a utilisé pour de la publicité la personne qui est emprisonnée. Qui commence par exploiter une autre femme. Voilà. Et qui, d'un seul coup, prise de remords, peut-être de tendresse, d'affection, ou d'un grand mouvement psychologique, essaye de rentrer dans le personnage de cette femme qui est en prison. Oui, c'était le départ, mais après il y a une progression où elle commence à faire des découvertes d'elle-même comme femme. C'est-à-dire, elle voit la différence entre l'autre femme, l'américaine qui a tué, qui a construit toute sa vie autour d'un seul être. Elle, le personnage que joue Melina, l'actrice, a refusé de confier sa vie à un seul homme, un seul être, et commence à prendre un élément dans Médée qui jouait un rôle très important pour la compréhension du rôle, c'est l'amour et la totalité de se donner d'un seul être. Et peu à peu, elle évolue, elle apprend des choses d'elle-même, elle apprend sa solitude, elle apprend le prix que la femme aujourd'hui qui veut être indépendante doit faire. Elle est en face de ses propres contradictions. Et peu à peu, elle est en face d'elle-même, où les trois personnages, qui jouent Melina, qui joue Bernstein et Médée, sont fusés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième niveau finalement dans le film? Est-ce que ce cri de femme, femme au pluriel, c'est pas aussi le cri de Melina Mercouri? J'avais presque envie de vous demander finalement si c'était plus le film de Jules Dassin ou plus le film de Melina Mercouri. C'est un film comme tous les films qui sont collectifs, mais je crois que j'ai essayé de faire un cri de toutes les femmes. C'est des femmes en pluriel. Parce qu'on ne peut plus. Bon, maintenant, il faut ajouter une autre dimension à l'actrice qui est Melina Mercouri, qui est également engagée sur le plan politique. Oui, très engagée. Très engagée. Très active. Très active. Et alors, donc, il y a une sorte d'identification peut-être entre ce personnage au cinéma, dans la politique, et les personnages là de Médée. Moi, je dirais que tout le temps et toute la pensée que Melina donne à ses activités politiques, peut-être ont aussi élargi la vision qu'elle avait du rôle et du thème du film. Mais il n'y a rien qui est biographique. Et croyez-vous que si l'on n'a pas été comédien, on puisse bien comprendre toute la richesse de ce film? Parce que ah oui, il y a constamment un dialogue avec le metteur en scène qui est très important. La femme change, Melina Mercouri change pour interpréter le rôle de Médée, et le metteur en scène ne le comprend pas toujours et voudrait la diriger autrement. Le metteur en scène insiste sur une tradition classique. Elle cherche les valeurs contemporaines. Oui. Est-ce que la tragédie antique, justement, peut se ramener aux faits divers? Est-ce qu'il n'y a pas un hiatus, là? Écoutez, toute la tragédie grecque est basée plutôt au moins sur des mythes et légendes ou des événements historiques. Quand Euripide a commencé à écrire sur le thème de la femme, c'était lié à les circonstances et les conditions, malheureusement, qui tiennent encore un peu aujourd'hui. Peut-être quand même un peu évolué. Un peu, oui. On a fait un peu de progrès, oui.
Bon, eh bien, Jules Dassin, il a fallu attendre 8 ans pour avoir ce film. Vous n'aviez pas tourné. Est-ce qu'il faudra encore attendre 8 ans pour avoir un prochain film de Jules Dassin? Non, je vais rattraper. Je n'ai pas travaillé, j'avais d'autres activités qui étaient concernées avec la politique. Mais maintenant, il me manque ces 8 ans et je vais essayer de rattraper. Merci, Jules Dassin. Merci à vous. Alors nous passons encore à un film qui met une femme en scène en traitant là plus spécialement de la solitude. C'est le film de Peter Hanke dont nous allons là aussi voir un extrait, La femme gauchère. C'est l'histoire d'un couple avec un enfant allemand qui vivent dans la région parisienne et puis qui un jour décident de se séparer, qui se retrouvent donc chacun à vivre leur propre solitude et on va le voir dans des conditions qui apparemment ne sont pas très faciles. Et un extrait donc tout de suite de La femme gauchère. Alors donc, Peter Hanke, le thème, la solitude d'une femme qui un jour demande à son mari de la quitter et qui donc vit seule avec son enfant. C'est un thème assez dur dans l'expression que vous lui donnez, parce qu'on a l'impression qu'elle est prédisposée à mal vivre sa solitude. À mal vivre. Elle a tout pour effectivement mal vivre sa solitude. Non, pour moi, c'est une femme très gaie qui elle a gagné une gaieté beaucoup plus spirituelle par le fait de vivre seule avec son enfant. Alors pourquoi justement dans le film on le ressent moins, on a l'impression que vous emmagasinez autour d'elle des éléments. C'est pas vrai. Il faut la deviner. Non, il faut regarder la femme. Elle ne parle pas beaucoup, mais il suffit de la regarder quelquefois. Un peu. C'est vraiment une vie intérieure. Non, elle est très ouverte. Elle est très ouverte. Alors, vous faites partie de ce qu'on appelle le nouveau cinéma allemand. D'abord, est-ce qu'il y a un nouveau cinéma allemand? Il n'y en a pas? Non, je ne fais pas partie du nouveau cinéma allemand. Je suis un écrivain. Je ne suis pas un cinéaste. Un metteur en scène en même temps de théâtre, mais j'ai l'impression qu'on va vous afficher maintenant l'étiquette du nouveau cinéma allemand. Il y a un cinéma allemand nouveau. Et qui exprime quoi? Des problèmes, des films à problèmes? Moi, ça, La femme gauchère, c'est un film mystique. C'est pas du tout un thème allemand. Moi, je me sens lié surtout au film d'Antonioni et au film japonais de Ozu et Mizoguchi. En plus, je ne suis pas allemand, je suis autrichien. Mais est-ce qu'on peut appeler ce film un film grand public, par exemple? Ça dépend. Vous savez ce que disait Lino Ventura il n'y a pas longtemps dans une autre émission? Il disait que ce qui tue le cinéma, il parlait de la crise du cinéma, la crise économique. Ce qui tue le cinéma, disait-il, ce sont les intellectuels. C'est vrai, peut-être. Il faut tuer quelquefois quelque chose. Mais le cinéma, comme idée, c'est une chose très vivante, mais comme réalité, je ne crois pas qu'il soit vivant. Je crois qu'il faut prendre un effort aussi pour les spectateurs, je crois. On propose aux spectateurs toujours des images qui sont déjà faites, qui ont déjà une certaine signification qui est dans la société. Et moi, j'ai eu envie de créer, de vivre des nouvelles images. C'est que vous faites, vous, des films pour des spectateurs qui ont envie
de s'engager, d'avoir une démarche. Qui ont envie et qui ont besoin. Pas seulement s'asseoir dans un fauteuil pour se distraire. Qui ont besoin aussi. Non, pourquoi pas se distraire? Moi, je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas me distraire en regardant, par exemple, des comédies françaises. C'est pas une distraction pour moi, c'est l'ennui. C'est l'ennui total. Et moi, je peux me distraire en regardant des films japonais, par exemple. Et l'important, des films graves, des œuvres. Que vous ayez la possibilité de vous exprimer. Mais vous préférez justement, parce que c'est une expérience nouvelle pour vous le cinéma, puisque vous étiez plutôt au théâtre, on a connu de vous de mise en scène récente à Paris. C'est une écriture qui vous approche davantage? Oui, c'était nécessaire pour moi. C'était quelque chose de vécu, le cinéma. Et donc l'expérience va se renouveler? J'espère, oui. Hein? Il faut. Bien alors, encore un film de couple, Enoken, je crois en français c'est 1 + 1? Oui. C'est ça, hein, 1 + 1, qui va donc nous être présenté aujourd'hui par Ingrid Thulin. Ingrid Thulin, je crois que c'est pas la peine de rappeler le personnage de Bergman ou combien de fois. Alors on va voir tout de suite un extrait donc de ce film qui là, au moins dans ses images, vous le verrez, sont beaucoup plus animées, car je crois que c'est une vie de couple qui parfois est assez agitée, assez bouleversée. Un extrait donc de Enoken, 1 + 1, et on en parle tout de suite avec Ingrid Thulin. Och med betala menar jag inte att man ser till att man blir av med sina pengar. Jag har förstått att det räcker inte. Nej, det räcker inte. Nu ska du få höra hur räkningen ser ut. Jag har inte avstått något för din skull. Jag har utnyttjat dig. För att slippa måla, för att slippa Henrik, för att slippa mig själv. Det var det enda sättet jag kunde få mig själv tillbaka. Tror inte jag vet, du får mig skämmas. Du vill ha mig för att slippa göra något. Det finns mycket praktiskt här i livet som kräver kärlek och kärlekens gärningar. Jag älskar dig och det är rätt till, för jag duger inte till någonting annat. Men du som skulle kunna göra allt möjligt annat, du har ingen rätt till det här. Låt mig vara! Jag behöver inte din kärlek för att få mig själv tillbaka. Jag vill inte ha mig. Syskan, för ingen ville ha han. Himmel och hav. Farbror Dan, kan du inte få ett ögonblicksro? Farbror Dan! Jag hör ni fattig, farbror Dan. Jag lämnar dig i fred med din upplevelse. Vilken upplevelse? Vad talar du om? Den finns ju inte kvar. Du borde börja om, Göran. Som barn. Jag vet ju att det inte går. Du har förstört det lilla liv jag hade. Ja. Le développement n'est pas limité? Ah oui. Ingrid Thulin, donc 1 + 1, Enoken, un homme, une femme. Oui. Et un homme, une femme, je crois que c'est le terme, un homme, une femme, ça ne fait pas nécessairement un couple heureux, mais un couple qui essaye de se fabriquer, je crois que c'est un peu l'objet de ce film. De montrer comment il vit. L'idée de faire un couple heureux, c'est l'idée est de montrer comme c'est difficile de vivre en couple dans ce monde occidental où on a déjà les idées préfabriquées d'amour. Il faut faire certaines choses, vivre en couple, la pression de l'environnement. Et là, ils ont déjà vécu assez longtemps parce qu'ils sont 45 ans, les deux personnages, alors ils ne sont pas été mariés. Elle essaye de commencer, mais c'est trop tard, même si ce n'était pas trop tard, c'est compliqué. Et le film va montrer, parce que beaucoup de films, ça finit avec le mariage, non? Ça, c'est un film qui commence après le mariage, peut-être c'est pas encore le mariage. L'environnement, là, étant donc une société typiquement bourgeoise. Ils sont d'une grande famille bourgeoise, mais elle, ce que j'ai fait moi, est une peintre. Et lui, il ne fait rien parce qu'il vit des actions de Reddit,
l'argent qu'il gagne, il ne travaille pas. Il est en train de lire. Et son cousin, elle a cette idée de... Parce qu'elle ne montre jamais ce qu'il peint. Alors elle a cette idée de prendre cet homme et aller dans un voyage pour voir ce qu'elle arrive de faire avec lui. Mais s'il arrive de faire certaines choses, c'est difficile comme c'est toujours aujourd'hui. Quelle est la recette alors pour échapper à cet environnement bourgeois et oppressant? La liberté bourgeoise sociale pour le moment, ça veut dire si on a tous les biens, on a la maison, on peut manger, et on n'a rien qui presse de faire quelque chose. Alors la liberté, on va voir si ça dans ton personnalité, toi-même veux créer quelque chose. Pour quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre et pour la société. Et ça, c'est l'idée de ce film. Si déjà en Suède, où on a tout le bien-être, l'aide sociale, si on est capable de créer quelque chose, parce que maintenant on est libre, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on n'a pas de besoins base. Et sans courir le risque, à deux, de retomber dans une autre prison. Oui, mais il tombe parce qu'il ne peut pas échapper. Il échappe encore, mais échappe chacun de l'autre. Ilgryn Tullin, donc Enoch plus un, c'est le type même de film que l'on voit en dehors de la sélection officielle, puisqu'il est présenté dans l'un des festivals parallèles, la quinzaine des réalisateurs. Alors je voudrais vous dire un mot maintenant pour terminer d'un phénomène qu'il y a cette année au cours de ce festival. Il y a 3 films consacré à des singes, à des gorilles. Alors il y a un film qui s'appelle Mafukage, qui est également à la quinzaine des réalisateurs. Il y a le film de Marco Ferreri, vous vous rappelez, la grande bouffe, qui s'appelle Rêve de singe. Et puis il y a donc un film de Barbet Schroeder que l'on voit également dans un festival parallèle qui s'appelle Coco, le singe qui parle. Alors là, c'est plus un documentaire plutôt qu'un film long métrage traditionnel. On va voir tout de suite un extrait. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et vous regardez bien les traductions. C'est un singe à qui on a appris à parler. Et il parle comme les sourds-muets, c'est-à-dire par geste. Et le sous-titre que vous allez voir, quand c'est en majuscule, c'est la réponse du singe aux questions que lui posent des psychologues. Coco, le singe qui parle, donc avec Barbet Schroeder. Oh, yeah. That is your favorite color, right, red. That's a scary bug. Scary bug spider. Spider. Spider, spider, spider. Yes? Coco, what's the matter? You look sad. Are you sad this morning? What's wrong? Coco, tell me what? Tell me what's wrong. You look sad. You cry? Did you cry this morning? You didn't. You look sad though, tired. Let's see. I think I know what you'd like. Something to make you happy. Je peux savoir. Alors, Barbet Schroeder, ça c'est un film très sérieux, le documentaire. Vous avez filmé une expérience psychologique, mais on pourrait vous demander finalement pour quelle utilité. Pourquoi veut-on apprendre à parler à un gorille? Eh bien, c'est un des plus grands bouleversements qui se produit dans la conception que l'homme peut avoir par rapport aux animaux et au reste de la nature. C'est la première finalement d'une manière définitive que nous descendons bien du singe ou que le singe a été le maillon bon. En partie c'est la conséquence ultime puisque le langage était véritablement le propre de l'homme. Et c'est la première fois au monde où on peut communiquer avec une espèce autre que l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il est, il a besoin de se comparer. Or, en matière psychologique, en matière de langage, il n'avait pas
Alors là, le sage que l'on a vu, Coco, donc, a appris à peu près combien? 200 mots, 300 mots? 350. C'est-à-dire que c'est son vocabulaire courant qui est de 350 mots. Alors, comme vous l'avez vu, c'est le langage des sourds-muets, puisque leurs cordes vocales ne permettent pas de parler. Est-ce que là, on ne fait pas un peu d'anthropomorphisme finalement? Est-ce qu'on en... Parce qu'il y a tout le problème des réflexes conditionnés, on lui donne à manger, elle apprend comme ça, puisque c'est une femelle je crois, elle apprend ce qu'est une pomme. Bon, tout ça finalement pour aboutir à peut-être lui donner un comportement humain, non? Bien sûr, c'est un des problèmes soulevés par le film. Et c'est assez terrifiant, évidemment. C'est assez terrifiant. Je le dis parce que curieusement dans ce festival, à part votre film, il y en a deux autres, donc je le disais tout à l'heure, qui mettent des singes en scène, dont Mafouquej, Carl Ken. Rapidement, vous nous donnez le thème. Ce sont deux sœurs qui ont des relations. C'est difficile. Bien que lui. Rapidement, c'est l'histoire de la relation entre deux sœurs. Une relation très compliquée. Et moi, je suis artiste et je fais des drawings, des dessins de Mafou, les orang-outans. Et alors, quel est le rôle du singe entre les deux personnages? Moi, je joue un rôle assez malade, psychotique, je ne sais pas comment dire. Et vraiment, toute ma vie, je mets dans les dessins de ce singe-là. Et tous les problèmes, je donne au singe. I take out on the monkey. Alors, c'est que moi, je fais du mal au singe. Je ne peux pas dire exactement ce qui se passe, alors, mais... Le souffre-douleur? Pardon? C'est le souffre-douleur. Oui. Et à cause du singe et ce que je fais avec lui, ma sœur se tue à la fin du film. Bien, alors je précise tout de suite que, pour terminer d'ailleurs, donc ce n'est pas un film de la sélection officielle, mais de ces films qui passent dans les festivals parallèles. La quinzaine des réalisateurs, il y en a beaucoup, et souvent d'ailleurs de cette quinzaine des réalisateurs, au cours des années précédentes, sont sortis des films très intéressants et qui ont parfois débouché après pour leurs réalisateurs sur le festival proprement dit. Nous allons terminer là cette émission avec un petit peu de retard. J'ai un regret, c'est celui de ne pas vous avoir présenté le Molière d'Ariane Mnouchkine, qui, vous savez, a été réalisé en coproduction avec Antenne 2 et dont on parle beaucoup ici. Tout le monde attend de savoir un peu l'effet qu'il va faire sur le public. Mais apparemment, ce sera une grande réalisation et certainement un grand moment pour le cinéma. Ce sera aussi d'ailleurs une des particularités de ce festival cette année, d'avoir un peu renoué, si c'est possible, les gens du cinéma et les gens de la télévision, puisque plusieurs films, et notamment le Violette Nozière dont nous parlions tout à l'heure, est réalisé en coproduction avec une chaîne de télévision. Pour Violette Nozière, c'est FR3. Voilà, samedi et demi donc en direct de Cannes. Je vous dis au revoir, puis je vous souhaite d'avoir, comme nous, autant de soleil et de beau temps que nous avons ici. À bientôt. Spectacle